Bien, Monsieur Schwartz, qui êtes-vous? Mon nom est Schwartz. Je suis natif d'Égypte et je vis en France depuis 1953 et j'ai maintenant près de 80 ans. Que désirez-vous savoir d'autre? Eh bien, d'abord, ton père, ta mère, comment se sont-ils installés en Égypte? Dans quelles circonstances? Êtes-vous ashkénaze, séfarade? Bon, je crois que je suis ashkénaze parce que mon père est d'origine roumaine, il est né en Roumanie, à Iassi. Ma mère est d'Odessa, russe, ukrainienne. Et ils se sont rencontrés en Suisse parce qu'ils étaient venus l'un et l'autre faire étudier de la médecine à Lausanne. Donc c'est à l'université de Lausanne qu'ils se sont connus, qu'ils se sont aimés. Et là, ils se sont mariés. Et puis, mon père avait amené ma mère faire un voyage d'agrément en Égypte en 1914. Et quand il est arrivé là-bas, la guerre a éclaté. Et donc, il y avait des difficultés pour retourner en Suisse. Et d'un autre côté, lui était profondément anti-allemand. Il s'est donc porté volontaire dans l'armée britannique. Il a été engagé comme médecin militaire. Et donc, il a fait toute la guerre en tant que médecin militaire en Égypte. Et donc, en 1918, quand la guerre est terminée, il se trouve bien dans ce pays. Il s'est fait beaucoup d'amis là-bas. Il n'a pas éprouvé la nécessité de rentrer en Suisse. Il s'est donc installé de manière définitive. Voilà. D'accord, je vais vous poser la question qui vous êtes, parce que vous n'avez pas une trajectoire de vie banale, Oui. puisque vous avez été un des premiers, un des principaux acteurs d'un mouvement, d'un parti politique en Égypte. Oui, oui. Donc c'est pour ça qu'il est assez intéressant de comprendre ce qui a fait votre vie dans votre jeunesse et qui a certainement poussé à ce que vous êtes devenu. Oui. Et vous avez vécu où alors une fois en Égypte? Vous êtes né au Caire? Au Caire. D'accord. On n'a pas bougé du Caire. On est allé dans les banlieues, on a vécu dans les banlieues, mais on était toujours au Caire. Et moi, j'ai été élève au lycée français du Caire. Où j'ai fait pratiquement toute ma scolarité, à part ma 7e que j'ai faite ici en France. On a passé une année à Paris. J'étais enfant. Et c'est tout. Tout le reste du temps, j'étais au Caire. Vos parents sont revenus un an à Paris? C'est ma mère qui est revenue sans mon père. D'accord. Parce que j'avais une sœur qui était installée déjà en France. Elle a voulu la voir. Et puis ma mère avait de la famille ici. Également originaire de Russie. Donc j'ai vu rencontrer donc à Paris quand je suis arrivé une cousine. J'ai rencontré un oncle, des cousins. J'ai passé des vacances d'été du côté de Tombry avec un cousin et une cousine. C'était fort agréable. J'ai revu d'ailleurs ce cousin 50 ans après. Il a un peu changé quand même. Qu'est-ce que c'est une éducation à cette époque en Égypte, une famille comme la vôtre? Quelle éducation vous avez reçue? Bien, je dois dire d'abord que je n'ai eu aucune formation religieuse, pour la bonne raison que mon père et ma mère étaient incroyants, et l'un et l'autre. Et ils ne connaissaient pas l'hébreu, ils connaissaient quelques mots de yiddish, mais c'était pour le folklore, ils n'utilisaient pas. Leur langue maternelle, à l'un comme à l'autre, c'était le français. Même nés en Roumanie ou en Russie, ils parlaient français depuis leur enfance. Ils avaient fait eux-mêmes leurs études en français, car ils appartenaient à la bourgeoisie, et la bourgeoisie dans ces pays-là avait engagé souvent des gouvernantes françaises pour les enfants. Donc c'était leur langue. Et quand je suis arrivé en Égypte, enfin quand la question s'est posée pour moi en Égypte, il était évident que j'allais au lycée français du Caire,
qui était d'ailleurs où la grande majorité des élèves étaient également des juifs d'origine. Des juifs d'Égypte, mais juifs pas nécessairement religieux. Pour les juifs religieux, il y avait des écoles juives au Caire. Et on peut dire que vous étiez à cheval sur plusieurs communautés, ou à quelle communauté vous apparteniez alors à ce moment-là? En Égypte, Oui. je n'avais pas le sentiment d'appartenir à une communauté quelle qu'elle soit. Ce qu'il y a, c'est que je ne me sentais pas vraiment égyptien dans mon enfance, puisque je vivais en Égypte, mais je ne connaissais même pas la langue du pays, sauf quelques mots d'usage courant pour parler avec des domestiques ou des choses comme ça. Autrement, je ne connaissais pas du tout la langue et je ne me sentais pas égyptien. Si la question m'avait été posée à cette époque, j'aurais dit « je suis français ». Vous avez le sentiment d'appartenir à la communauté française? Sauf qu'il n'y avait pas de communauté française en Égypte. Les Français étaient très peu nombreux. En revanche, la langue française était très répandue dans les milieux d'origine étrangère. Et c'était même la lingua franca. Entre Italiens, Grecs, Juifs, etc., on communiquait en français. C'est la langue la plus parlée. Les enseignes des magasins étaient souvent en français et en arabe, parfois en français uniquement. Et puis il y avait le cinéma qui venait, il y avait des gens, il y avait une presse française en Égypte. Ce qui ne signifiait pas du tout que les Français, la France en tant que pays, avait une influence quelconque dans le pays. En fait, le pays le plus influent, le pays étranger le plus influent en Égypte, c'était l'Angleterre, parce que l'Égypte était pratiquement une colonie anglaise. Mais les Anglais se contentaient de diriger tout par le haut. Il n'y avait pas de population d'origine anglaise en Égypte, à part des individus, mais il n'y avait pas une vraie population. Et les Anglais, contrairement aux Français, les Français, dès qu'ils ont eu les premiers contacts en Égypte, ont cherché à développer la culture française dans ce pays. Ils ont envoyé des enseignants, ils ont ouvert des écoles, alors que les Anglais n'ont rien fait de tel. Ce n'est que tardivement qu'ils ont ouvert une ou deux écoles, très peu, et qui étaient destinées uniquement aux fils des Anglais qui se trouvaient là-bas. Il n'y avait pas de volonté d'expansion culturelle de la part des Anglais, alors que du côté français, cette volonté existait. Et donc, est-ce qu'on peut dire que vos parents eux-mêmes, même s'ils parlaient le français et qu'ils se trouvaient plus intégrés dans le milieu français, disons, est-ce qu'ils se sentaient vraiment intégrés du fait qu'ils s'étaient connus à Lausanne, que l'un était roumain, l'autre russe, et qu'ils étaient tout d'un coup en Égypte? Est-ce que ça a facilité ou au contraire ça a freiné les choses? Pour vous aussi, en second chemin. Ils ne se sentaient pas intégrés dans une communauté, mais ils se sentaient entourés d'amis de toutes sortes. Il s'était fait de nombreuses... Mon père était médecin. En tant que médecin, il avait une clientèle, et cette clientèle était située dans la bourgeoisie du pays. Alors, il y avait la bourgeoisie égyptienne de souche, mais il y avait aussi et surtout la bourgeoisie d'origine étrangère. Et donc, dans ce cadre-là, il se sentait tout à fait à son aise. Surtout que c'était un médecin bien coté, il était apprécié. Et votre mère? Ma mère, c'était la femme au foyer. Ma mère a fait étudier la médecine comme mon père, mais elle était dans une classe inférieure d'1 ou 2 ans. Et quand mon père a eu son diplôme, il lui a dit « Toi, tu arrêtes, ce n'est pas la peine, on va se marier. Tu n'as pas besoin d'étudier, tu ne vas pas travailler de toute façon, puisque tu vas être ma femme. » Il avait cette façon de voir très macho. Alors elle, qui était douce et obéissante, a cessé ses études avant terme et n'a jamais eu son diplôme de médecin. Ça, c'était avant d'arriver donc... Avant d'arriver en Égypte. En Égypte, à Lausanne. Oui, d'ailleurs, il avait fait un enfant assez rapidement, ma sœur aînée. Elle est née en 1910. Combien de frères et sœurs vous avez eu? J'ai eu 2 sœurs, mais l'une avait
13 ans de plus que moi et l'autre 7 ans de plus que moi. Vous êtes le dernier. Je suis le dernier. Et comment vous pouvez caractériser un peu la vie que vous aviez entre frères et sœurs en Égypte dans les années donc Ma sœur, la plus jeune de mes sœurs, j'ai eu assez peu de rapport avec elle. Elle était très mondaine. Elle s'est mariée avec un fils de la bonne bourgeoisie juive. Elle jouait aux cartes le soir. Il est arrivé de jouer avec le roi Farouk, entre autres, qui lui ne dédaignait pas les jolies filles. Et quant à ma grande sœur, j'avais des relations plus étroites avec elle parce qu'elle était un peu maternelle avec moi, elle s'occupait de moi. Et on bavardait, et puis elle m'a aidé dans différentes circonstances de ma vie. Mais elle a quitté l'Égypte une fois adulte pour s'installer en France. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tes souvenirs de lycéen? Que reste-t-il de tous ces souvenirs? Jusqu'au passage au militantisme après, j'imagine. Ben, je sais pas, l'école j'aimais bien, j'avais d'ailleurs de bons résultats scolaires. J'étais le plus jeune de ma classe, j'ai toujours été le plus jeune de ma classe. Même quand j'ai redoublé, j'ai redoublé une fois une classe, je suis resté, parce que j'avais 2 ans d'avance, je n'avais plus qu'1 an d'avance. Mais j'ai redoublé, c'était ma première. Parce que, c'était à la suite du bac. Le bac à l'époque, il y avait 2 bacs. Il y avait le bac en première et puis le bac en philo. Et le bac en première, j'avais eu une mauvaise note en maths et une mauvaise note en arabe. C'est vous dire que je me sentais très peu proche de la population égyptienne, puisque l'arabe lui-même, même en première, je ne savais pas le parler correctement. Je ne savais pas lire ni écrire. Et donc j'ai échoué au bac à cause de ces 2 lacunes. Et j'ai refait ma première. Et en arabe, je n'ai pas fait beaucoup de progrès. En revanche, en maths, je me rappelle que j'ai eu la meilleure note au bac quand je l'ai repassé. C'est moi qui avais la meilleure note en maths. J'ai eu 19 sur 20, juste comme ça. Parce que j'étais le seul de tous la centaine de bacheliers à avoir fait le problème intégralement. Voilà, ça c'est le bon souvenir que j'ai gardé du lycée. En général, la classe de philo est une classe importante parce que parfois on découvre beaucoup de choses. Le prof de philo peut avoir parfois une certaine influence. Est-ce qu'on peut dire que la classe de philo, le prof de philo a joué un rôle dans ton parcours intellectuel ou est-ce qu'il s'est fait parallèlement à la Non, scolarité? le prof de philo, je ne peux pas dire qu'il ait eu beaucoup d'influence sur moi, mais la philosophie, d'une manière générale, ça m'intéressait. Je lisais beaucoup à cette époque. Et entre autres, je lisais la presse des journaux français qui arrivaient régulièrement en Égypte. Je me rappelle qu'il y avait un hebdomadaire que je lisais régulièrement qui s'appelait Marianne, qui n'existe plus de nos jours, et qui m'intéressait. Alors, il y a l'aspect politique des choses qui commençait à m'intéresser, parce que Marianne s'occupait de politique. Et c'est par la presse française, essentiellement, que j'ai appris ce qui se passait en Espagne. La Révolution de 1936, puis Franco et la guerre qui éclate. Et ça m'avait beaucoup impressionné, au point qu'on devait partir en France en 1938 pour des vacances en famille. Et je m'étais dit, je vais m'engager dans les brigades internationales. Quand je serai en France. J'avais 15 ans à l'époque, c'était en 1938. Et je ne savais pas comment faire, mais j'étais certain que je le ferais. Je me dis, ils vont peut-être me dire que je suis trop jeune, mais je me trouverai un moyen, etc. Et donc j'attendais avec impatience notre départ pour l'Espagne. Et puis la situation internationale était de plus en plus tendue. Et mon père a dit, c'est dangereux de vous laisser partir parce que la guerre peut éclater.
effectivement, en 1938, il y a eu, jusqu'à Munich, pas, il y avait un risque de guerre. Donc, vous ne partez pas en France, vous irez ailleurs, à Alexandrie ou en Syrie, je ne me rappelle, au Liban, passer vos vacances. Alors, j'étais extrêmement déçu. Et quand la guerre a éclaté réellement l'année d'après, je me suis dit, bon, je n'ai pas pu me livrer à l'action révolutionnaire en France, je vais le faire ici en Égypte. Alors c'est peut-être à ce moment-là, c'est un premier tournant peut-être, c'est le moment où nous commençons à entrer un petit peu je dirais dans la période où tu vas découvrir le communisme. Comment l'as-tu découvert? À travers des lectures? Est-ce qu'il y a des gens qui ont compté? Il n'existait en Égypte à l'époque pas une personne qui pouvait se dire communiste. Pour le bon exemple qu'il n'y avait pas de parti communiste en Égypte. Il y en avait eu un dans les années 20, au début des années 20, mais il avait disparu sans laisser trace. Mais c'est assez curieux d'ailleurs. On ignorait même l'existence de ce parti en 1940, quand la guerre a éclaté. Personne ne se souvenait qu'il y avait eu un parti communiste en Égypte. D'ailleurs, ce parti n'a joué aucun rôle dans l'histoire de l'Égypte. Donc, en 1940, le communisme était totalement absent de la vie politique, ou intellectuelle ou culturelle. Il n'y avait pas. Mais il y avait parmi les étrangers, les juifs étrangers spécialement, les juifs d'origine étrangère, il y avait quelques individus qui, séparément et sans se concerter, comme ils sympathisaient avec les idées communistes telles qu'ils les avaient connues par leur lecture, n'est-ce pas, s'étaient dit, il faut faire quelque chose ici, en Égypte. Et je me rappelle qu'il y avait une amie à ma sœur qui, quand je lui ai dit que je voulais militer ici, elle me dit, mais alors, tu as contacté le représentant du Comintern ici, au Caire? J'ai dit, le quoi? Elle me dit, le représentant du Comintern. J'ai dit, le Comintern a un représentant au Caire? Elle m'a dit, mais oui. J'ai dit, ah bon, qui c'est ça? Elle m'a dit, je vais te le présenter. Et elle m'a présenté à Henri Curiel, qui naturellement n'avait aucun rapport avec le Comintern. Et d'ailleurs, je dois dire que ni avant, ni pendant, ni après, les communistes en Égypte n'ont eu aucun rapport avec la Russie, ni avec aucun autre parti communiste étranger. Pendant tout le parcours? Pendant toute la guerre. Toute la guerre. Oui. Aucun rapport avec les communistes étrangers. Le communisme en Égypte, c'est, comme j'ai eu souvent l'occasion de dire, c'est une création ex nihilo. C'est parti de rien. Et on a été aidé par aucune aide extérieure. Il n'y a eu aucune aide extérieure. Donc, on m'a présenté à Henri Curiel, et quand je lui ai dit, il paraît que vous êtes le représentant du Comintern en Égypte, Henri Curiel a eu un petit sourire et il s'est tu. Il n'a pas répondu ni oui ni non. Mais enfin, j'ai rapidement compris que c'était de la foutaise. Mais Henri Curiel m'a aidé en ce sens que il m'a dit, écoute, j'ai l'intention de faire un groupe d'études marxistes, est-ce que ça t'intéresse? Je lui ai dit oui. Et donc, on a fait un groupe qui comptait 6 ou 7 personnes en tout et pour tout, où on se réunissait une fois par semaine chez l'un de nous, et on étudiait des textes communistes, etc. Alors, il fallait se trouver des textes communistes. En Égypte, ce n'était pas facile. La littérature communiste était interdite, donc il fallait trouver ça soit dans des bibliothèques ou ou des choses qui avaient échappé à la censure. Moi, je me rappelle qu'un jour, j'étais allé dans une librairie en plein centre du Caire, et qu'en farfouillant dans les rayonnages à la recherche de lecture, pas spécialement en commis, je ne pensais pas en trouver, mais j'ai eu la surprise de trouver derrière une rangée de bouquins 2 livres usagés, vieux. L'un, c'était le manifeste communiste de Karl Marx, et l'autre, c'était « Que faire de Lénine ?» J'ai été transporté de joie, j'ai acheté les 2 bouquins, et je les ai appris quasiment par cœur. Et alors, on a eu l'occasion de les étudier dans ce groupe avec Henri Curiel. Voilà, ça c'est le début. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un parti communiste unitaire? Et qui a créé le parti communiste égyptien? Bon, alors, à ce moment-là, il n'y avait pas de parti communiste du tout. Et la question, apparemment,
se posait pas. La question qui se posait, c'était notre propre éducation. Nous voulions nous former, savoir ce que c'est que le communisme. Donc ces cours-là, ce groupe d'études, ça m'a été utile. J'ai pu faire des progrès dans la connaissance du communisme, comme les autres. Mais au bout d'un certain temps, je m'en suis lassé parce que je jugeais justement que c'était trop théorique et qu'il fallait se lancer dans l'action. Et donc j'ai quitté le groupe et je me suis mis à recruter des sympathisants. Mon champ de recrutement était extrêmement ténu. C'était un groupe, une organisation, un club, un cercle culturel, légal, qui s'appelait l'Union démocratique. Ce cercle légal était fréquenté essentiellement par des Juifs d'Égypte. C'était un cercle de langue française et il était progressiste, mais pas communiste. Et dans ce cercle-là, je me suis mis à recruter des gens. Alors recruter, ce n'était pas non plus pour une action directe, mais c'était pour l'étude, et en vue d'une action politique. Mais quand la question s'est posée quand j'ai réuni quelques gens et que je voulais faire de l'action politique, j'ai vu que je ne pouvais pas faire de l'action politique avec des Juifs et pas avec des Égyptiens de souche. Il fallait de vrais Égyptiens. Les vrais Égyptiens, ce qu'ils parlaient, ce n'était pas, à part quelques intellectuels isolés, ce n'était pas le français, c'était l'arabe. L'arabe, je ne le connaissais pas. Enfin, j'ai établi une fois un premier contact avec un ouvrier égyptien. C'était à l'époque où je travaillais dans une société pharmaceutique, la société Delmar. Et j'avais eu un poste le bureau qui dirigeait le laboratoire m'avait embauché. Et j'avais eu comme charge, entre autres, de m'occuper de la publication des brochures de la pharmaceutique en français, en arabe. Alors, pour l'arabe, il fallait que je me mette en contact. On m'a mis en contact avec un ouvrier imprimeur qui s'est trouvé être le secrétaire du syndicat des imprimeurs au Caire et qui était également rédacteur en chef d'une publication financée par le WAFT, le parti de la bourgeoisie nationaliste égyptienne. Alors je l'ai contacté, nous avons fraternisé, nous sommes devenus amis très rapidement. Je lui ai parlé du communisme à ma façon et dans la langue arabe que je maltraitais beaucoup à l'époque. Mais comme il était ouvrier imprimeur, qu'il savait beaucoup de choses, il m'a compris et je l'ai converti au communisme. Et du coup, chaque fois qu'il avait un article à faire paraître dans son journal, il venait me l'apporter avant et on discutait avec lui pour savoir si c'est bien, si c'est dans la ligne, sinon... Ça, c'est le premier contact que j'ai eu avec la classe ouvrière en Égypte, ou avec un Égyptien en général, un Égyptien de souche, j'entends. J'ai entendu parler souvent dans la famille, du côté des Matalons en particulier, j'ai entendu souvent des noms de cousins qui étaient ou communistes ou sympathisants communistes, des gens comme Fifi Matalon, comme Édouard Matalon, comme Mich, Harari. Qu'est-ce que ces noms te disent du point de vue communiste? Oui, non, ils ne me disent pas grand-chose parce que je ne les ai pas connus à cette époque dont je vous parle, je ne les connaissais pas du tout. Et puis j'ai entendu parler d'eux et je crois qu'ils ont été recrutés dans l'organisation que je dirigeais, enfin pas tous, mais quelques-uns, non tous peut-être. Mais je ne sais pas parce qu'à ce moment-là, je n'étais plus à la base, j'étais là-haut et je n'avais pas de rapport direct avec eux. Et le groupe avec Curiel au début, c'était l'émergence pour vous d'un mouvement communiste, mais vous disiez aussi qu'il y a eu des émergences disparates. Oui. Est-ce que vous faisiez partie en même temps il y a eu d'autres mouvements parallèles ou c'était le seul? Non, il y a eu d'autres petits groupes de même nature.
que j'ai contactés d'ailleurs, mais tous étaient sur le même modèle. Et ça ressemblait beaucoup à l'Union démocratique dont je vous ai parlé. Il y a eu un club qui s'appelait Culture et Loisirs, qui était dirigé par un autre juif d'Égypte qui s'appelle Marcel Israël, qui lui avait établi un premier contact avec des Égyptiens, un type comme Anwar Kamel, qui a joué un certain rôle dans le mouvement communiste par la suite. Il y avait un autre groupe qui s'appelait le groupe Études, c'était son nom officiel, groupe Études. Mais ce qu'ils faisaient ne m'attirait pas spécialement, parce que ça me semblait trop... C'était des parlottes, des conférences, comme d'ailleurs à l'Union démocratique. Mais à l'Union démocratique, moi, c'était un centre pour recruter et pour faire autre chose. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour se réunir, pour faire une étude systématique du marxisme-léninisme et en vue d'établir des contacts avec des Égyptiens et d'avoir une action politique ultérieure. Mais il n'était pas question pour moi d'avoir une action politique à ce stade. D'ailleurs, c'était impossible. Qu'est-ce qu'ils en pensaient, les autres, à cette époque? Vous discutiez de tout ça? Ceux qui étaient... Les membres de votre groupe? Oui, ils étaient tout à fait d'accord. Ils étaient enthousiastes. D'ailleurs, dès que le groupe s'est développé un peu, on a eu des problèmes, une activité qui nécessitait de l'argent. Par exemple, on s'était procuré des cours de marxisme en langue française qui provenaient du Liban. C'était un cours de marxisme qui avait été rédigé par Maxime Rodinson, qui vit toujours et qui est un grand intellectuel. Alors, Maxime Rodinson, à l'époque, avait fait un cours de marxisme à l'usage des communistes libanais et syriens. Et par l'intermédiaire du Parti communiste libanais et du Parti communiste syrien, j'ai pu avoir une copie de ces cours. Alors nous, on s'est hâté de les imprimer sur stencil, pas officiellement. Et ça servait de base pour notre propre formation. Et puis, quand on a établi les premiers contacts avec des Égyptiens de souche, on s'est occupé de les faire traduire. Et ça a donc servi de base également pour la formation des premiers communistes égyptiens. Tout ça s'est passé dans le domaine théorique. Et l'activité pratique se limitait à l'étude ou à faire des articles dans le journal dont je vous ai parlé, des choses de ce genre. Mais ça n'allait pas plus loin à l'époque. Pour la véritable action politique n'a pas commencé avant 44-45, dirais-je. C'est-à-dire à la fin de la guerre, notre champ d'action, qui était au début uniquement l'Union démocratique, a changé. C'est devenu essentiellement l'université égyptienne. Alors, parce que l'université égyptienne, c'est contrairement au lycée français où il n'y avait que des francophones, l'université égyptienne, c'était arabophone. Et les gens qui étudiaient là-bas étaient à 90% des Égyptiens de souche. Bien qu'il y avait aussi quelques étrangers qui allaient là-bas, qui connaissaient l'arabe et qui étudiaient à l'université. Et c'est grâce à ces quelques étrangers que nous avions convertis au communisme que nous avons pu recruter les premiers étudiants égyptiens. Et puis des étudiants et des enseignants. Et de là est né un club, un cercle intellectuel qui s'appelait Dar al-Abhas, la maison de la recherche, la maison des recherches, la maison des recherches scientifiques, et qui s'est mis à fonctionner comme un centre de propagande marxiste. Et ça a eu tout de suite un succès énorme. Les gens affluaient. C'était la fin de la guerre. À Dar al-Abhas, dans ce club, ce cercle dont je vous parle, on avait établi un programme politique, c'est pas, qui
qui était basé sur l'indépendance de l'Égypte, chasser l'impérialisme britannique, libérer le Soudan, ça c'est au point de vue national, puis distribuer les terres aux paysans, organiser les ouvriers de manière à ce qu'ils puissent se défendre contre le patronat, les capitalistes, et enfin et libérer la société, c'est-à-dire avoir un régime de droit et non pas un régime de dictature, comme ça a toujours été le cas en Égypte jusqu'à cette époque-là. Alors, ce programme-là séduisait tout le monde pratiquement. Personne n'était contre. Et bon, quand ça s'est développé si rapidement, on a dit c'est très bien, mais là nous touchons les milieux intellectuels et professeurs, enseignants et étudiants. Ce que je voudrais, c'est toucher les ouvriers. Bon, j'avais un contact avec un ouvrier, mais c'était vraiment le seul, ça n'allait pas plus loin. Alors, on a créé une université populaire, Gamma Charabé en arabe. Et cette université populaire, c'était un endroit où les portes étaient ouvertes à tous les gens du peuple, c'est-à-dire pratiquement aux ouvriers, parce que le peuple dans les villes en Égypte, c'était les ouvriers. La classe ouvrière s'est d'ailleurs beaucoup développée pendant la guerre. Avant la guerre, il y avait peu d'ouvriers en Égypte. Pendant la guerre, le nombre des ouvriers avait beaucoup augmenté. Alors, les ouvriers s'intéressaient à cette université dite populaire parce que d'abord, c'était gratuit. On leur apprenait à lire et à écrire, ce qu'ils ne savaient pas. Ils étaient analphabètes. Et on leur faisait de la propagande. Et ainsi, on a commencé à recruter à tour de bras parmi les ouvriers. Nous sommes en quelle année là? Là, nous sommes en... à peu près 46. Alors, on n'est pas loin de 1948. Je vois qu'à aucun moment, tu n'évoques le problème palestinien. Il semble que ce problème ait été quasiment occulté. Oui, les gens ne s'intéressaient pas beaucoup à la Palestine à cette époque-là. Et souvent, ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait un problème palestinien. La question palestinienne s'est posée en 1948, quand on a créé l'État israélien. Et à cette époque-là, la question qui s'était posée, c'est de savoir si nous étions d'accord, nous les communistes, sur la décision de l'ONU qui consistait à diviser la Palestine en deux, un État israélien et un État arabe. Palestinien. Oui, palestinien. Bon, nous les communistes, nous avons dit oui tout de suite. Y compris les communistes arabes, les communistes juifs, oui, tous oui, tout le monde, oui. Pour deux raisons. D'abord parce que nous estimons que c'était juste, une bonne solution, et ensuite parce que il y avait le prestige de l'URSS, l'URSS avait accepté ce plan, donc il n'y a aucune raison pour que nous nous y opposions. Mais dans le peuple en Égypte, la Palestine intéressait très peu de monde à cette époque-là. Et les Juifs, il n'y avait pas d'antisémitisme en Égypte. Bon, il y avait de temps en temps, comme on traite un étranger avec dédain, on pouvait traiter un Juif avec dédain, mais ce n'était pas véritablement de l'antisémitisme. Et alors, quel a été le rôle de votre groupe, de votre mouvement, dans les événements politiques qui ont fait suite à 1946? Oui, non, les événements politiques, ça a commencé à jouer un rôle politique important, même très important, en 1946. En 1946, il y a eu les étudiants communistes que nous dirigions avaient entrepris une manifestation le 9 février qui devait traverser le Nil pour venir au centre du Caire et les gens, c'était une manifestation d'étudiants. Et le gouvernement, pour leur permettre d'accéder au centre du Caire, avait ouvert le pont par lequel ils devaient passer. Excusez-moi. Il avait ouvert le pont
au moment du passage. Il y a eu pas mal d'étudiants qui étaient tombés dans le Nil, et il y en avait eu 9 qui s'étaient noyés. Ça a eu un grand retentissement. Quelques jours après, était créé, à l'initiative des communistes, le comité ouvrier étudiant. Organisation non légale, mais qui s'était imposée aux autorités par le fait qu'elle avait un soutien de masse parmi les ouvriers et parmi les étudiants. Le comité s'était constitué pour moitié d'ouvriers et pour moitié d'étudiants. Et c'est eux qui ont pris l'initiative de la manifestation du 21 février. La manifestation du 21 février 1946, c'est la plus grande manifestation dans l'histoire de l'Égypte. C'était, je ne sais pas, peut-être rien qu'au Caire, il devait y avoir une centaine de milliers de personnes qui ont manifesté. Et c'était la journée de l'évacuation. Ils réclamaient l'évacuation des troupes britanniques. Et là, il y a eu des chocs violents avec les soldats britanniques au Caire. Il y a eu une vingtaine de morts et pas mal de blessés. Quelques jours après, à Alexandrie, dans les mêmes circonstances, il y a eu le même résultat, le même bilan de morts et de blessés. C'était même plus grave encore à Alexandrie qu'au Caire. Et tout ça, c'était à l'initiative, sous l'instigation du comité ouvrier étudiant que dirigeaient des éléments communistes. Il n'y avait pas que ceux qui appartenaient à notre organisation. Il y en avait aussi qui appartenaient à d'autres organisations. Mais essentiellement, en majorité, ils venaient de chez nous. Mais alors, à cette époque-là, c'était donc le début du mouvement de masse. Et on s'est dit, bon, il y a un mouvement de masse, mais il n'y a pas de parti communiste, ce n'est pas normal. Il faut faire un parti communiste. Et à ce moment-là, c'est posé la question de créer un parti communiste. Mais comment créer un parti communiste quand il y a une multitude de groupes? Il fallait donc les unifier. Alors, des contacts ont été pris à cette époque, notamment entre le groupe que je dirigeais moi et celui que dirigeait Henri Curiel, en vue d'une fusion éventuelle pour la création d'un parti communiste. Et des négociations qui ont duré un certain temps, parce qu'on n'était pas d'accord sur tout. Les points de désaccord les plus importants concernaient d'une part l'organisation. Celle que je dirigeais moi était une organisation extrêmement cloisonnée, avec des règles de sécurité très strictes. Et les membres d'une cellule ne connaissaient pas les membres d'une autre cellule. Et c'était en même temps une organisation avec un régime démocratique intérieur, c'est-à-dire que les cellules élisaient leurs secrétaires qui devaient appartenir à un comité de rayon. Les secrétaires de comité de réunion se réunissaient entre eux, formaient le comité de rayon et élisaient leurs représentants au comité de section, qui à leur tour élisaient leurs représentants au comité central. Donc tout se faisait par élection. Ça, c'était l'aspect organisationnel. Et du point de vue du programme, nous estimions à l'époque que nous mettions beaucoup l'accent sur la formation théorique. Nous ne voulions pas que des éléments, ouvrir grand les portes du mouvement à toutes sortes d'éléments qui ensuite qui n'avaient pas une connaissance suffisante du marxisme-léninisme et qui donc ne pourraient pas, ou risquaient de faire dévier le mouvement dans une direction que nous ne voulions pas. Chez Henri Curiel, c'était autre chose. Lui, il considérait que nous étions intellectualistes, que nous perdions notre temps dans l'étude. Et il était donc beaucoup plus pour l'action directe sans passer par l'étude. L'étude, je ne sais pas qu'il était contre l'étude, mais enfin il pensait que c'était secondaire. Et il était aussi sur le point de vue organisationnel. Là-bas, tous les gens se connaissaient entre eux, ils se fréquentaient mutuellement, et donc il n'y avait pas beaucoup la sécurité n'était pas très bien respectée. Les règles de sécurité n'étaient pas respectées. Donc il y a eu des négociations. Et ça a duré comme ça avait commencé en 1945. Ça a duré comme ça pendant un an à peu près. Et puis, vu le développement de l'action de masse, on a dit, on ne peut pas continuer comme ça. Allez, on fait la fusion et puis on discutera après.
Donc on a fait la fusion, on a créé une organisation qui n'était pas le parti encore, qui s'appelait le Mouvement démocratique de libération nationale, et MDLN en abrégé. Et ça, c'était donc l'unification du Parti communiste, du mouvement communiste. Parce qu'entre-temps, il y avait eu un autre groupe, le groupe dirigé par Marcel Israël, qui avait adhéré au groupe que je dirigeais moi. Donc ça faisait une organisation de moins. Pratiquement tous les communistes étaient réunis dans la MDLN. Il y avait juste un groupe qui était en dehors, qui était le groupe études dont je vous avais parlé tout au début, qui, lui, avait une certaine activité ouvrière parmi les ouvriers, mais c'était une activité syndicale, pas une réelle activité politique. Et c'était un petit groupe. Il est resté en dehors tout au long, il n'a jamais fusionné avec les autres. Je propose, pardon, je vous pose une petite coupe si vous voulez. On est à 3 secondes. Ça peut... Oui, je voulais vous demander, alors, mouvement, parti politique, instauré, différents groupes, mais une recherche d'union. Mais à un moment donné, les autorités égyptiennes ont perçu cela, ont été averties de cela. Quelles étaient vos relations avec ces autorités égyptiennes, autorités légales, judiciaires éventuellement, et puis aussi vis-à-vis, puisque vous êtes juif, que Curiel est juif, que vous avez plusieurs militants parmi vous qui étaient juifs, comment vous étiez perçu par vos amis juifs non communistes, en fait? Bon, je répondrai d'abord à la deuxième partie de votre question. En tant que nous étions les juifs assez nombreux dans le mouvement, et... À combien de pourcentage? Il y a peut-être un cinquième. Mais c'était des juifs. Ces juifs, la communauté juive n'avait pas à réagir parce qu'elle n'était même pas au courant dans son ensemble. Bien sûr, il y avait le frère ou la sœur de tel ou tel de nos membres qui étaient au courant ou qui savaient plus ou moins. Mais en tant que communauté, la communauté nous ignorait et nous ignorions la communauté, n'avions pas de rapport avec elle. Nous étions tout à fait en dehors d'elle. La question ne s'est jamais posée pour nous, qu'allons-nous faire dans la communauté juive. Nous, les gens que nous avions, les juifs que nous avions recrutés et qui étaient ceux qui ne connaissaient pas l'arabe, étaient pour nous surtout des appoints au point de vue matériel. Ils nous aidaient matériellement, ils nous apportaient de l'argent, des choses de ce genre-là. Mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Est-ce que vous pouvez citer des noms? Tous vos copains, les militants? Les noms de copains? Je ne sais pas, il y en avait quand même quelques centaines. Non, des noms qui vous viennent comme ça. Il y a des noms qui émergent en dehors de Curiel et d'Israël? Il y a ma femme, Berthe, qui est une fille matalon, que j'ai recrutée comme ce club-là dont je vous ai parlé, l'Union démocratique. Et nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Et voilà, et on s'est mariés un an après. Et c'est d'ailleurs mon mariage avec elle a été le seul contact que j'ai eu avec la communauté juive en tant que telle. Pour une bonne raison, c'est que une de mes sœurs s'était mariée un peu avant, et son mari appartenait à une famille juive croyante et importante dans le pays, dans la communauté juive. Et ma sœur et mon père m'avaient dit, le frère du mari de ta sœur va passer son téphiline, c'est-à-dire sa première communion, si on veut, chez les juifs. Il faudrait que tu fasses la même chose pour faire plaisir aux beaux-parents de ta sœur. Je lui dis, ah bon? Qu'est-ce que c'est que téphiline? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ignorais tout de tout ça. Il m'a dit, on va t'envoyer un type qui va te donner des leçons de prière, de juifs, d'hébreux, des trucs de ce genre-là. Et puis bon, pour leur faire plaisir, j'ai dit d'accord. Donc ça, j'avais fait ça à un moment donné. Et puis au mariage, on m'a dit, il faut que ce soit un mariage religieux, pour la bonne raison que le mariage civil n'existe pas en Égypte. Bon, mariage religieux.
On m'a dit, apporte tes papiers. Va à la communauté juive et apporte tes papiers. À la communauté juive, il y en avait deux. Il y avait la communauté séfarade, il y avait la communauté ashkénaze. Alors, je suis allé à la communauté séfarade, d'abord. Ils m'ont dit, mais on n'a pas vos papiers. Où est-ce qu'ils sont? Je dis, alors, ils sont peut-être à la communauté ashkénaze. Je suis allé à la communauté ashkénaze. On m'a dit, ah oui, voici. Pourquoi vous allez vous marier? Je dis, oui, je vais me marier. Il dit, et dans quelle synagogue vous allez vous marier? J'ai dit, ben, je ne sais pas, la synagogue séfarade, disons. Elle me dit, ah non, vous n'allez pas faire ça. Eux, c'est des Ashkénazes, ils sont con. Je dis, pourquoi? Il me dit, mais écoutez, vous plaisantez. Les séfarades, c'est très banal. En 5 minutes, vous êtes mariés, c'est fini. Vous venez chez nous, il y a le canteur qui sera là, il y a une cérémonie, ça va vous prendre toute la magie, ce sera parfait, ce sera merveilleux, vous aurez un souvenir ébloui. Je dis bien, d'accord. Et là, j'étais décidé à ce que ce soit dans l'autre communauté. Donc, le mariage, voilà. Il y a eu et les autres membres juifs communistes, alors, vous avez des noms? Des juifs communistes, à part ma femme? Voilà. Ça va chercher loin, ça. Je n'ai pas gardé un souvenir précis, non, je ne peux pas dire. Et on peut retrouver la liste, on peut retrouver Si je réfléchis, je finirai par trouver pas mal de noms, mais là, comme ça, vous me prenez au dépourvu. Alors, revenons à la perception par les autorités égyptiennes. égyptiennes. Alors, les autorités égyptiennes, pour nous, nous étions des illégaux, parce que le communisme n'était pas légal en Égypte. Et nous étions passibles de peine de prison. Il ne faut pas oublier non plus que l'Égypte a vécu presque tout le temps, toute son histoire moderne, sous le régime de la loi martiale, ou de l'état d'urgence, avec de brèves interruptions. Donc, il n'y a même pas besoin de loi spéciale. Bien qu'une loi anticommuniste ait été faite par le gouvernement de Sidki Pacha quand il est arrivé au pouvoir en 1946. C'était à l'époque justement des grandes manifestations que dirigeaient les communistes. Et comme à cette époque-là, la loi martiale avait été élevée, il fallait créer une loi anticommuniste pour pouvoir poursuivre les communistes. Cela dit, ils ne savaient pas où les trouver, ces communistes. Ces communistes n'étaient pas connus. C'était des gens qui travaillaient dans la clandestinité. Cependant, ça c'était donc... les autres mouvements, les mouvements politiques, se méfiaient des communistes, évidemment, le WAFT et les autres, mais ils n'étaient pas forcément tous violemment anticommunistes. Quand le mouvement communiste a pris cette ampleur avec le développement du mouvement national et des grèves, il y a eu de grandes grèves textiles dès la fin de 1945 à Chouba al-Khema, qui était le principal centre textile au Caire. Quand il y a eu donc ces grands mouvements de grève, le gouvernement a commencé à s'inquiéter sérieusement de la progression du communisme. Et donc créé quelques semaines après la grande grève dont je vous parle, la loi anticommuniste. Mais il n'y avait pas encore d'arrestation parce qu'ils ne savaient pas qui il fallait arrêter. En 1947, le mouvement communiste s'est unifié, comme je vous l'ai raconté, l'année d'après donc, mais aussi, quelques mois plus tard, il y a eu des divisions au sein du mouvement communiste qui ont entraîné des scissions. Les petits groupes se sont isolés, ont formé des organisations rivales, etc. Ce n'était pas très important, mais enfin, ça commençait à montrer que le communisme n'avait pas une voie toute tracée menant directement au pouvoir. Et puis, en 1948, il y a eu la guerre de Palestine. Et là, il y a eu la loi martiale qui a été proclamée. Et le jour de la proclamation de la loi martiale, ils sont allés arrêter des tas de gens. Et les communistes, ils avaient repéré depuis, parce qu'à la faveur du mouvement de masse, les communistes se montraient souvent, les règles de sécurité n'étaient pas très respectées, donc les autorités ont fini par savoir
pas savoir qui dirigeait quoi, etc. Et ils sont allés pour les arrêter. Moi, personnellement, j'avais su qu'ils venaient. Et donc, j'avais quitté mon domicile. Et j'étais allé me réfugier chez un ami, provisoirement. Et j'étais très embêté, particulièrement embêté par le fait que ma femme venait d'accoucher. Elle se trouvait à l'hôpital à ce moment-là. Et elle aussi, elle devait être arrêtée. Effectivement, ils ont envoyé les flics l'arrêter à l'hôpital. Le médecin-chef de l'hôpital, qui était un brave homme, leur a dit, écoutez, elle n'est pas en état d'être transportée, vous ne pouvez pas l'emmener au poste en ce moment, elle vient d'accoucher. Alors ils m'ont dit, bon, on attendra. Ils ont mis un policier pour la garder, et ils attendaient qu'elle ait récupéré pour pouvoir l'emmener. Et le médecin-chef a fait traîner un peu les choses, parce qu'il avait de la sympathie pour ma femme. Et moi, j'ai profité de ce délai pour organiser son évasion. Et effectivement, elle s'est évadée de l'hôpital en sautant par une fenêtre avec le bébé nouveau-né sous le bras. Et donc, nous nous sommes retrouvés. Et nous avons vécu pendant 2 ans après ça, dans la clandestinité la plus totale, en changeant de lieu de résidence très souvent, et tout en continuant notre action politique. Au Caire. Au Caire et Alexandrie. Alexandrie. Après, pendant les premiers temps, ça a été Alexandrie. Quand elle s'est évadée quand ma femme s'est évadée, on l'a emmenée à Alexandrie, où nous avons habité chez des amis. Et ça a duré comme ça pendant 2 ans, jusqu'au moment où j'ai été rattrapé et arrêté, ainsi que ma femme. C'était en quelle année, ça? C'était tout à la fin de 1949. Quand j'étais arrêté, j'avais une vie éreintante. Tout le temps, je travaillais énormément. L'action politique prenait tout mon temps. J'étais vraiment très fatigué. Et quand j'ai été arrêté, ça a été pour moi un vrai soulagement. Je me rappelle, on m'avait mis au poste de police à Héliopolis, où j'ai dormi par terre sur le sol pendant 12 heures d'affilée, je crois. Et je me dis, enfin, c'est plus moi le responsable, j'en ai plus à la faute. Et c'est marrant parce que là, j'ai reçu au poste de police la visite du chef de la police du Caire, qui est venu, qui m'a vu, comme il dit. Alors, tu as vu ce que tu m'as fait? C'est un coup. Tu es content de ce que tu m'as fait? Je dis, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Il me dit, ça fait 2 ans que je te cherche, je cours après toi partout, et tu te fais arrêter par un type de l'autre. Enfin, ça c'est la petite histoire. Bon. Et tu as été interné à quel endroit? Alors d'abord, j'ai été à la prison du Caire, directement. Et la prison du Caire, j'allais être jugé. Mais ils prenaient leur temps. Or, quelques jours après mon arrestation, le WAFT est revenu au pouvoir et la loi martiale a été levée. Alors à ce moment-là, nous sommes concertés, tous les commissaires qui étaient en prison à cette époque, ils étaient assez nombreux. On s'est dit, si on doit être jugé, autant être jugé quand il n'y a pas de loi martiale et quand il y a un gouvernement libéral, bourgeois, au pouvoir. Alors on a exigé d'être jugé immédiatement. Les autorités ont fait encore traîner des choses. On a dit, bon, on ne va pas attendre éternellement, on va faire une grève de la faim. Et on a fait une grève de la faim qui a duré 3 semaines. Pendant 21 jours, on n'a pas touché un aliment en prison. Et à la fin, les autorités ont cédé. Ils ont dit, bon, on va vous juger. Et alors, c'était une très bonne chose, parce que moi, je m'en suis tiré avec 2 ans de prison, alors qu'après ça, des gens qui ont été jugés dans d'autres circonstances, pour des mêmes faits ou des faits moins importants, ont eu facilement 5 ans, 6 ans ou plus de prison. Donc, j'ai été condamné. Ma femme a été condamnée à 3 mois, comme elle avait déjà purgé ces 3 mois en prison préventive, on l'a libérée. Et je suis resté donc en prison pendant 2 ans. Et un jour, donc c'était en 52, en janvier 52, je devais être libéré. Et on est venu me dire, tu vas être libéré, tu vas quitter la prison. Je lui ai dit, ah bon, très bien.
prends tes affaires. J'ai pris mes affaires, je suis descendu au secrétariat. On m'a dit, voilà, tu vas quitter. Et puis j'ai attendu là-bas un bout de temps, et puis on ne m'ouvrait pas la porte. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on attend? Il dit, on attend le car. Je dis, je n'ai pas besoin d'un car, je peux descendre et prendre le tramway et rentrer chez moi tranquillement. Il dit, non, non, tu attendras, fais ce qu'on te dit. Je dis, bon, j'attends. Et puis, effectivement, le car vient, on m'embarque dedans, et je ne suis pas du tout libéré, on m'emmène dans un camp de concentration, à Högstepp, à cette époque-là. Le fameux Högstepp. Enfin, qu'est-ce qui s'était passé? J'ai été libéré le jour de l'incendie du Caire. L'incendie, alors on a rétabli la loi martiale ce jour-là, alors en prison, ils savaient à l'avance ce qui allait se passer, ils ont attendu que la loi martiale soit rétablie, de manière à pouvoir me mettre dans un camp de concentration. C'est vous dire que l'incendie du Caire n'était pas était connu des autorités à l'avance. Ils savaient bien qu'ils allaient faire quelque chose. Et c'était un complot entre le palais, la police et les Anglais derrière. C'était un prétexte pour rétablir la loi martiale. L'incendie du Caire, c'était censé être, pour les autorités, c'était mettre fin à des désordres de la part de nationalistes qui mettaient le feu à des magasins, des choses comme ça. En fait, ceux qui mettaient le feu à des magasins, ce n'étaient pas du tout des nationalistes, c'était des policiers. Donc en fait, toi, l'incendie du Caire, tu ne l'as pas vécu en direct puisque tu étais ailleurs. Non, je l'ai vécu en direct, en ce sens que j'ai traversé la ville où il y avait des incendies. Et les commentaires qu'on vous a fait après, une fois parti d'Égypte, sur tous ces événements, c'est quoi? Quand vous avez retrouvé des gens ici, quelle est un peu la philosophie de votre histoire que vous tirez? Je n'en tire aucune philosophie. Vous savez, je pense avoir, si c'était à refaire, je l'aurais refait. Je trouve que j'ai agi convenablement. Je n'ai pas de regrets, sauf peut-être pour des erreurs politiques que j'ai pu commettre ou des erreurs de tactique ou des choses de ce genre. Mais autrement, je pense que j'ai fait ce que je devais faire. Et je pense que notre mouvement a été au bénéfice de l'Égypte, que l'Égypte en a profité. D'abord, les événements de 1946 que nous devions diriger ont obligé les Anglais à quitter le Caire, ce qu'ils n'avaient pas l'intention de faire, n'est-ce pas? Et par la suite, ils ont dû quitter la zone du canal, à la suite d'autres mouvements organisés dans la zone du canal de Suez. Et donc l'Égypte s'est trouvée indépendante en grande partie grâce aux communistes. Dans quelles circonstances es-tu parti en 1953 ? En 1953, alors d'abord en 1952, il y a eu le coup d'État militaire avec Gamal Abdel Nasser, c'était en juillet 1952. Et dans les jours qui ont suivi, le camp de Högstepp a été fermé. Et tout le monde devait être libéré. En fait, ils ont libéré la très grande majorité, mais il y avait 14 personnes qui, pour une raison ou une autre, ils considéraient comme particulièrement dangereux, qu'ils ont gardés. Non pas dans le camp, puisque le camp avait cessé d'exister, mais ils les ont envoyés dans une prison qui était la prison dite des étrangers, où les traitements étaient très confortables. C'était une bonne prison, où on pouvait jouer au bridge entre nous, des choses de ce genre. C'était pas mauvais. Cela dit, moi donc j'étais parmi les 14, et quand dans le mois d'après, nous avons eu d'ailleurs une visite. C'est la première fois que je rencontrais un communiste étranger. C'était Roger Vaillant. Roger Vaillant, qui était venu qui est un membre du Parti communiste français, qui était venu comme journaliste en Égypte pour couvrir le coup d'État militaire et les conséquences. Et ce Roger Vaillant, au cours d'une excursion à la campagne, où il était amené par des communistes pour prendre contact avec des paysans, s'est fait arrêter par la police égyptienne. Et il a fait d'abord un temps de détention, je ne sais plus où, dans un poste de police en province. Et puis il est venu au Caire. Et on l'a amené à la prison des étrangers. Et nous avions été prévenus de son arrivée. Et je me rappelle qu'on s'était tous rangés devant la porte. Et quand il est entré, nous avons tous entamé l'internationale
Et Roger Verlaine se dit, surtout non, arrêtez. Je dis que je suis journaliste, si je ne viens pas pour faire de la politique, arrêtez, arrêtez. On a arrêté. Et il a été libéré d'ailleurs le jour même. Et il a dû repartir ensuite, tout de suite après. Peut-être laisser quelques choses pour les photos, parce qu'il y a des photos de prison qui sont intéressantes. Je coupe. Je crois pas, non. C'était le mari. Pas véritablement, mais il savait que j'étais communiste. Sinon, je vous trouve un peu figé. Alors qu'avez-vous à dire? Notre projet, c'était vraiment d'essayer de couvrir un petit peu toutes les possibilités de rencontres avec des gens, y compris ceux qui sont atypiques comme toi, justement. Tu es tout à fait marginalisé par rapport à la communauté juive d'Égypte, mais je pense que ton parcours politique est intéressant, sans aucun doute, ce qui justifie pleinement l'interview. C'est marrant parce que tu as une dominante vert kaki dans nos habits. C'est marrant. Non, toi c'est bleu contre le mauvais œil. Ou bleu. Ben, c'est bleu, ça. Ah, là, Tu es bleu-vert. contre le mauvais œil. Le vert, c'est mauvais œil. Ah oui. Ah, le bleu. Zaïd Khalazadzal. Tu connais pas la Khalazadzal? Non, faut le dire. Ah, mais les Italiens connaissent aussi. La perle bleue. La perle bleue, c'est important. Hein. Jusqu'à Rabi. C'est important. Je n'ai jamais entendu parler de ces petits phénomènes. Hein. Je dis que je n'avais pas de relation avec la communauté. Mais ce qui est marrant, c'est que Curiel t'est donc aidé à... Tu es venu clandestinement et c'est lui qui t'a... Je suis venu clandestinement ici, il m'a trouvé un avocat, j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui avait des rapports avec des personnages de la préfecture de Paris, qu'il connaissait bien, des socialistes, et qu'il a pu approcher pour m'aider à régulariser mon séjour. Ça a pris d'ailleurs très longtemps, parce que d'abord la régularisation s'est faite sous la forme d'un permis d'autorisation de séjour de 15 jours, comme ça. Puis ça a été renouvelé quelques fois, et puis j'avais obtenu un an, je crois, ou chose comme ça. Et puis non, on m'avait dit, moi j'ai pas obtenu un an.